Bonjour à tous, vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et je suis aujourd'hui avec notre très chère Christine, Laurent, Roger et Jerry. Comment allez-vous, messieurs, dames ? Vivement les vacances. Vivement les vacances, c'est pour bientôt, Laurent, c'est pour bientôt. Alors, on a Olivier qui doit nous rejoindre d'une minute à l'autre, normalement, donc on va voir s'il y parviendra. Sinon, c'est la dernière de l'année. Le Singlecast, ça fait 1 an maintenant. Voilà, on a commencé au mois de janvier, donc là, c'est la dernière. On termine 2020, une année dure en émotion, on va dire, au top. Hein. On est content que ça se termine, en espérant que 2021, ça aille mieux. Mais en attendant, on va faire cette dernière émission tranquille, à la cool, juste avant Noël, histoire de se mettre dans le bain des fêtes et des vacances et du lait de poule et tout ce qui va avec. Mais avant de venir au sujet du jour, qui sera plus une sorte de rétrospection sur 2020, parce que je pense qu'il y a des choses à dire quand même dans le monde du rhum et des spiritueux, on va quand même laisser la parole à notre cher Roger pour une dernière séquence news de l'année. Quelles sont ces dernières news, les derniers cadeaux de Noël à acheter, Roger, c'est quoi ? Alors, d'abord bonjour, parce que je n'ai pas encore dit bonjour. Donc, j'ai vu cette semaine que Biel revenait avec une nouvelle carafe. Donc, ce sera le millésime 2006, qui est l'assemblage de 3 fûts, de cognac et de bourbon. Et c'est prévu là, maintenant, tout de suite. Je pense qu'il remplace le millésime 2004. C'était ça, en carafe carrée, ou 2002, je ne sais plus. Je crois que c'était 2002. Le 2004. 2002. Ah ben voilà. Donc voilà, ça c'est disponible de chez Biel. Famille Ricci a dévoilé au bar 1802 qui faisait un espèce de marché de Noël spiritueux, mi-salon, mi-marché de Noël. Donc un truc qui avait l'air vachement sympa, mais que les Belges pouvaient parler. Mais bon, soit il nous dévoile une nouvelle cuvée qui s'appelle Volte-Face, qui est un blend de Guyana-Jamaïque en fût de châtaignier pinot. Donc apparemment c'est sympa, d'après les 2-3 retours que j'ai vus. Je ne sais pas si Laurent ou Jerry vous avez été. J'y suis passé dimanche soir, donc à la toute fin. J'ai entre autres goûté ça, ouais. Comme je deviens vieux, il faudrait que je reprenne mes notes pour me rappeler exactement ce que j'ai noté. Mais en gros, plutôt une bonne surprise. Je n'avais pas forcément d'attente, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Et malgré le très fort degré que... pour faire plaisir à Jerry, que l'alcool était bien intégré. Et voilà, donc plutôt agréablement surpris par cette petite cuvée. Alors l'étiquette, je leur en ai pas parlé. C'est pas beau. Voilà. Après, c'est une question de goût. C'est ça. Ou de bon goût, ça dépend. Non, mais leurs étiquettes sont toujours très chargées, je trouve. C'est vrai. Ouais, mais là, on dirait un obscur groupe de heavy metal allemand. Je ne critique personne, hein, mais c'est quand même pas... Enfin, voilà, quoi, c'est une question de goût. De Nectar, en Belgique, donc c'est un importateur, nous revient avec 2 nouveaux Hamden. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus un nouveau single cast de chez Hamden. Et comme les Belges sortent ça, les Allemands ont décidé de sortir le leur aussi, et un Danois aussi. Donc bientôt, je crois que tout pays qui a caviste aura son Hamden. D'ailleurs, le premier Hamden allemand est déjà en rupture. Il a été mis en vente cet après-midi, il est déjà en rupture. Ah ouais, je pense que c'est... Le second sort en février, ouais. Ah ouais, ok. Et il est déjà en rupture. Oui, c'est ça quoi. C'est ça. HSE, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus trop de nouvelles d'eux. Ils reviennent avec un Magnum donc du millésime 2008 qui a bénéficié d'une finition Skouras. Donc c'est un Magnum qui ne sort, je pense, que à la distillerie, mais qui arrivera, j'imagine, via 2-3 trajets parallèles. Donc je l'ai pas goûté. Je n'avais pas goûté le premier non plus, mais je pense qu'il avait une très bonne réputation. Donc on peut partir du principe que celui-ci sera très sympa aussi. Bon, on le sort directement en Magnum. Voilà. Je ne comprends pas trop l'intérêt toujours de sortir des Magnums de vieux rhum, parce que ça fait vite très cher. Mais bon, je crois que pour la collection, c'est sympa. Martinique toujours, Naisson revient avec un VSOP 2015. Donc c'est une belle carafe vendue dans un premier temps à l'habitation, et puis certaines bouteilles arriveront en Europe. Donc c'est un blend du XO 10%, et puis j'ai lu qu'il y avait 2 fois 40% des 2 derniers VSOP. Il manque quand même 10%, donc je sais pas c'est quoi dedans les 10 autres pourcents. Je sais pas si quelqu'un a vu passer l'info. C'est du de passe. Voilà, c'est du papao. Et toujours Naisson, mais avec Vélier, donc qui sort là maintenant ces 3 single casques 2016. Donc le but était de faire découvrir l'influence d'un chai sur un autre, vu que les 3 single casques proviennent de vieillissement de 3 chais différents. C'est une world première, ça faisait longtemps, donc
Voilà, après, c'est un peu le principe du single cast quand même. Bon, c'est un autre débat. Voilà ce que j'ai vu passer. Et sinon, le fameux, les deux sorties Saint James, tu les as complètement. Ah oui, il y a un 98 qui est sorti, enfin 98 pour le Rotary en Martinique. Pour le Rotary Club de France, ouais. C'était. Ah bah oui, celui d'Hubert. L'autre, c'est Hubert, qui est déjà en rupture aussi, d'ailleurs. Ouais, qui était à 2002 brut de fût. Et de 17. Avec un packaging quand même qu'il faut saluer, il faut le dire. Hein. À l'ancienne, oui. Il a essayé de faire un réplica des anciennes bouteilles Saint James avec l'étiquette blanche et l'inci rouge. Ouais. C'est vrai que ça donne vraiment bien, c'est sympa. Dans un joli coffret en bois et tout, franchement, super stylé. Voilà. Et on en parlait déjà il y a 15 jours en plus. Ah, il y a Olivier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Mais ça va très bien, et vous tous? Écoute, ça va. Hein. Donc tu prends le train en marche? Oui, tout à fait. Pardonnez-moi de ce petit contretemps. Ce sont des choses qui arrivent, très cher, des choses qui arrivent. On parlait justement du Hamden disponible en Allemagne et déjà en retour, à l'instant, dont Roger vient de nous parler. En tout cas, Roger, merci donc pour ces quelques précisions et ces dernières news de l'année. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice un peu particulier, à savoir une petite rétrospection 2020. La première question que j'ai envie de vous poser à tour de rôle, c'est quel événement, alors je veux dire l'événement qui nous a tous marqués, je pense qu'on le connaît, mais plus précisément dans le rhum ou dans les spiritueux, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année? Le Whisky Live. Comme événement ou comme produit? Non, vraiment pas comme produit, comme événement plutôt. Comme événement, moi, ce qui m'a événement ou fait marquant peut-être, je sais pas. Ouais, comme événement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le Rhum Society au 1802. Je trouvais que c'était vraiment une très belle réussite. C'était très bonne ambiance, bonne qualité, bel échange entre les exposants et les visiteurs, avec une superbe organisation. Et c'est vrai que cette année, qui était une année très difficile, sans événements de ce genre, ça tombait très bien. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup plu, effectivement. Tout pareil que Jerry. Non, pareil. Je pensais à la même chose. Et puis là, il y avait également le week-end dernier, le petit marché de Noël, exactement dans le même esprit, mais en un peu plus petit, quoi, qui était aussi très, très sympa et même organisation. Ouais. Christine ? Pardon ? Le Whisky Live Paris que j'ai organisé dans mon salon sur mon plancher avec des dizaines de fioles qui se sont entassées gentiment. C'était assez nouveau comme scénographie. Mais... C'était un peu particulier, effectivement. Ouais. Mais écoute, il y avait quand même du monde. Enfin, pas dans mon salon, mais dans les fioles. Ok. Roger, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué en 2020 ? Naturellement, je viendrai à évoquer la sélection d'Acaroni, comme pas anodin, et sélectionner aussi les autres single casques qu'Hubert a sortis cette année avec lui, donc ça c'était très sympa. Sinon, oui, c'était un peu plat, quoi. Pas de salon du rhum, pas de whisky live, pas de dégustation avec les potes à gauche à droite. Ouais. Donc voilà. Mais du zoom. Du zoom. D'ailleurs, je pense que ça nous a marqué également, c'est la vitesse d'adaptation peut-être de tous les acteurs à travers le monde des spiritueux à s'être vraiment mis en ligne, que ce soit déjà l'ouverture de boutiques pour certains cavistes qui n'avaient pas de boutique en ligne, du coup, pour vraiment passer de la boutique physique à la boutique en ligne. Après, toutes les masterclass qu'il y a eu, les émissions, les podcasts, les machins, il y a eu les dégustations en ligne. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. Là, on le voit maintenant, on voit le nombre de calendriers de l'Avent ou de sessions de dégustation qu'on peut trouver en vente en ligne carrément. Donc voilà, tout ça s'est mis en place assez rapidement et je pense pour le plus grand bonheur de tous. Donc c'est pas toujours super bien exécuté, mais c'est mieux que rien. J'ai envie de dire. Ce qui était surtout impressionnant, c'est la capacité qu'Olivier Skers a eu de récupérer 8 mois d'absence dans le single cast en 4 émissions. C'est vrai. Tu veux dire en temps de parole ? En termes de temps de parole, oui. En temps de parole, oui. J'avais bien compris l'idée. Faudrait je vais faire le calcul pour voir cumuler le nombre de minutes qu'il a faites jusqu'à maintenant. Olivier, j'ajouterais juste
Oui. Juste ajouter un petit truc quand même, parce que avant que tout ce bordel ne commence, on a eu un salon de l'agriculture qui était pas mal du tout, avec pas mal de... Il y avait Biel, comme d'habitude, qui nous a présenté de jolies choses. Il y avait la part des anges de la Réunion, très sympa également. Plein de distilleries de Tahiti et toutes les îles environnantes. Donc, vraiment sympa aussi. Et c'était juste avant que, peu de temps avant le premier. Il a été interrompu, d'ailleurs. Il a été fini un peu plus tôt que prévu. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance d'y aller en début de semaine. Et donc, ça, c'était aussi un autre événement sympa, malgré tout. Ouais. Et donc, Olivier, tu disais ? Je ne disais rien, si ce n'est de rebondir à la bonne blague de notre ami Roger. Maintenant, je peux vous dire ce que j'ai retenu de cette belle année 2020. Moi, je dis belle, mais bon, voilà, vous aurez compris l'ironie, je précise, parce que des fois, pas pour vous, mais pour nos auditeurs, certains pourraient dire « Ah bah, dis donc, quel salaud !» Moi, je vais parler un peu de bouteilles plutôt que d'événements, même si je rejoins mes collègues et amis sur le Rome Society. On reviendra sur les bouteilles. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Alors, dans ces cas-là, sur les événements, moi, j'en ai effectivement pas fait beaucoup. J'ai participé au Rome Society, que j'ai trouvé génial. Effectivement, au début, j'étais un petit peu déçu pour justement les copains qui organisent ça, du bar 1802, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement, parce que les gens, à juste titre, avaient peur que ce soit annulé. Et puis, ils ne voyaient pas comment ça pouvait être possible, alors que tous les événements, quels qu'ils soient, étaient annulés. Et puis, en fait... il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas y aller non plus. Aussi, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai l'impression que, vu que c'était organisé sur 2 week-ends, que le premier week-end a un petit peu pâti de cette incrédulité des gens. Et par contre, du coup, quand il y a eu les retours, on peut quand même dire, les nombreuses places qui restaient pour le deuxième week-end sont parties en même pas 24 heures. Tout le monde s'est dit, oh putain, ça y est, ça marche. On peut y aller, ça fonctionne. Et tout le monde s'y est précipité. Et c'était vraiment génial. Il y avait un bon esprit et vraiment, moi qui suis sûrement comme beaucoup de gens, mais très attaché quand même aux mesures barrières de par mon autre activité professionnelle, je m'attendais vraiment à la foire d'empoigne et au final pas du tout. C'était vraiment, les gens étaient respectueux, les gens attendaient en étant avec une belle distance. Enfin vraiment, je me suis dit purée, bravo à l'orga d'avoir réussi à faire ça, quoi. Et puis en plus, bravo aussi aux maisons de s'être organisées parce que c'était sûrement pas simple. Et bravo à d'avoir présenté quelques nouveautés, et des choses qui nous ont marqués. Donc vraiment, c'était top. Bravo à tout ce beau monde. Alors, on a quelques faits marquants quand même en dehors du fait. Alors moi, un fait qui m'a marqué et qui a limite changé mon année d'une certaine manière, c'est déjà le lancement de ce podcast. Voilà, je tenais à le dire. Comme ça, c'est fait. C'était le fait marquant de l'année. Non, plus sérieusement, il y a eu quelques faits, ne serait-ce que la nouvelle distillerie à Grenade qui a commencé à couler. Oui, c'est vrai. Renegade. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça s'appelle Christine ? C'est le nom qu'ils ont donné à la distillerie aussi, ouais, Renegade. Ouais. Donc, il y a eu ce genre de fait là. On a eu pas mal de choses aussi. Le Romfest Paris. Oui, à la maison. Qui s'est fait le Romfest à la maison, comme beaucoup de choses l'ont fait. Il y a eu les lives de la confrérie. Alors, je lisais encore récemment sur le groupe, comme on organise actuellement le calendrier de l'Avent de la confrérie du Rhum, où certaines personnes, on leur avait demandé, alors c'était marrant, on leur avait demandé de citer leurs meilleurs souvenirs au sein du groupe, et il y en avait qui avaient mis effectivement tous ces lives qu'il y avait eu pendant le premier confinement, qui étaient devenus quotidiens, je crois, avec Jerry. À la fin, on avait on peut se féliciter parce qu'on a été quand même parmi les premiers à faire des lives. On a été parmi les premiers à faire des lives, effectivement. On a rebondi rapidement. Hein. Suite à un voyage, on a vite fait pour rebondir. Et on a eu effectivement des invités quotidiennement, donc de différentes marques, distilleries, producteurs, etc. Et je pense que quelque part, le but a été atteint dans le sens où ça n'a pas été que pour informer les gens, mais également pour les divertir, parce que je pense qu'ils en avaient peut-être besoin pendant cette période de confinement qui n'était vraiment pas facile. Qui n'est toujours pas pour certaines personnes actuellement, donc ça c'était important.
Plus concrètement, maintenant, ma deuxième question serait, c'est celle que Olivier voulait aborder plus tôt, les coups de cœur que vous avez eus en termes de sortie de bouteille 2020. Est-ce qu'il y en a eu? Roger? T'as eu des coups de cœur cette année? À part ton Caroni, t'as eu des coups de cœur cette année? Ouais, non, je ne vais pas parler de lui, ce sera un peu... Et à part les autres que tu as sélectionnés aussi, ça va. J'ai beaucoup aimé le TDL 2001 de chez Rhum Artisanal, donc en rhum qui était vendu 65 €, ça change un petit peu, et auquel on ne s'attendait pas à grand-chose, et puis il suffit qu'un Allemand lui ait trouvé un petit arrière-goût de Caroni, et tout le monde s'est emballé. Alors au final, c'est pas un Caroni, mais c'est quand même vachement bien foutu. Donc pour moi, ça a été le coup de cœur de cette année. Parce que c'était juste bon et pour une fois à un tarif justifié, qui déconne pas trop, c'est quand même 19 ans tropical si je ne m'abuse, et on a vraiment une qualité dans cette petite bouteille vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur 2020. Laurent, toi? Tout comme Géry? Moi, j'en ai une douzaine. Je sais pas si. Non, franchement. Moi aussi, ça me rassure, hein, Laurent. J'en ai 6. J'en ai 6. D'accord. Ah, ça me rassure. Dans des styles, je pense, les plus éloignés les uns des autres possibles, mais et un peu dans le désordre. Mais au final, cette année, on a quand même pu déguster, même s'il n'y a pas eu beaucoup de salons, presque pas de salons, mais il y a eu beaucoup de bons produits pour le coup. Mais j'ai l'impression, et dans des styles très différents, et puis il y a eu quand même pas mal de trucs, comme vous disiez, les uns et les autres, organisés à la maison avec des envois de samples, ou la maison du whisky à Odéon aussi avait organisé des petites masterclass dégustation en tout petit comité, ce qui a permis aussi de découvrir pas mal de choses. Je vais faire très vite. Il y avait par exemple le Sajou Clairin ancien, celui sélectionné par Guillaume Drouot, que j'ai trouvé vraiment très très bien, qui est j'étais pas du tout convaincu par les anciens, enfin les premiers Clairin anciens, mais celui-là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il garde sa nature de Clairin. On garde la fraîcheur, on garde la canne, ce côté un petit peu animal par moment, et on a quand même la gourmandise du bois qui arrive, et pour une fois les deux s'allient très bien, et du coup vraiment celui-là m'a beaucoup plu. Un autre qu'on a dégusté, avec Christine, qui était à Quintessence, que moi j'ai beaucoup aimé, c'était chez Bose, où il nous a fait déguster alors c'est pas vraiment sorti encore, mais on l'a dégusté là. À Rome non plus. Alors c'est vrai, puisque c'est fait à partir de sorgho, qui est pas une canne à sucre, qui est une canne sucrière. Il nous a longuement expliqué la différence, mais le résultat, qui était donc du pur jus de cette canne, était vraiment d'une fraîcheur, d'une intensité. Enfin, c'était vraiment très très réussi. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. Un qui, je crois, n'est pas encore sorti, alors, mais on l'a goûté là, c'était le Naisson 15 ans batch 3, qui était vraiment, qui m'a convaincu sur le line-up entier des 5 rhums, c'est celui qui m'a le plus plu. Je mentionnerai aussi chez Plantation, qui ont eu pas mal de sorties cette année, dans les single casques. Donc c'est le Jamaica 2000, un Clarendon à 51 et quelques, qui était vraiment, fruité, autant fruits exotiques que plus fruits de chez nous, gourmand, long, vraiment un bonbon. C'est celui qui était finish cognac. Cognac borderie, oui. Ouais, exactement. Et donc vraiment, vraiment réussi. Un truc que j'aime pas habituellement, ou pas trop, on va dire, j'ai pas encore trouvé vraiment ce qui me plaisait dedans, c'est les grogs. Et là, celui chez Old Brothers m'a beaucoup plu, celui en association avec Ferroni, le Dans les arbres, il s'appelle. Dans les arbres, exactement. Et vraiment, celui-là m'a convaincu, c'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur grog que j'ai bu jusqu'à présent. Rémoninck avec son Brut de Colonne par les Frères de la Côte, que j'ai trouvé, alors le seul bémol là-dessus, mais après c'est un parti pris d'acheter ou pas, parce que c'est un peu cher pour du 50 centilitres malgré tout, mais je l'ai trouvé pour ses 76 degrés quand même, extrêmement gourmand, grosse sucrosité, grosse fraîcheur, vraiment, vraiment réussi.
L'alcool bien intégré, c'est ça? Comme tu dirais, voilà, exactement. Et après, tu ne sais plus parce que tu n'as plus de palais. Mais écoute, c'est pour ça, il faut plutôt finir par ça. Les Ferroni qui ont sorti plein de choses cette année, et il y a vraiment plein de choses hyper bien, hyper gourmandes, hyper intéressantes. L'Australie, par exemple, qui se boirait je sais pas, à la paille, tellement c'est facile. Enfin, vraiment, un truc. J'ai bien aimé le HBS QV 2020. Qui laisse présager de belles choses, donc Habitation Beau Séjour, pour la suite. Et pour finir, et excusez-moi, c'était un peu long, je mentionnerai quand même les rhums de Cède, parce qu'il y a eu plusieurs sorties cette année, alors dans les Graals surtout, qui m'ont convaincu, et je me surprends, entre guillemets, de plus en plus à boire les Graals de chez Cède, le soir, paf, un petit verre plutôt qu'autre chose. Et vraiment, j'y reviens très très facilement. Alors, cette année, la mangue était un peu à l'honneur, parce qu'il y a eu un mangue pamplemousse un peu plus tôt dans l'année. Et puis plus récemment, il y a eu les deux pour Christian Montaguer avec mangue bois d'Inde, et dont, entre autres, moi, mon préféré, qui est le citronnelle. Qui est vraiment la mangue est là, mais la citronnelle ramène la fraîcheur. Enfin, voilà, je me tais, excusez-moi. Vieilli, tu vas sur le sucré, là. Tu as goûté le Mirabelle sorti pour les 40 ans de Dugas? Non. Encore? Non, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais ouais, je l'ai vu passer. Le Mirabelle, ça avait déjà été fait, quoi. Oui, mais celui-ci, il est assez... Très bon, ouais. Il est assez étonnant. Ouais. Alors Christine, toi, tes coups de cœur, justement. Alors tu nous disais avant l'émission que pour le rhum, tu n'avais pas trop été à jour, mais que c'était plus le whisky pour le coup. Non, j'ai un peu fait, pas l'impasse, mais comment dire, j'ai empilé les fioles de côté, sachant que 2021 allait être une année rhum. Ouais, donc, pour la bonne cause. Donc j'ai bouclé 2020 plutôt sur les whiskies. Mais récemment, je dois dire que là, la sortie du Black Tot 50e anniversaire de Elixir Distillers m'a plutôt bluffé. Ok. Parce que la masterclass était assez géniale, quoi. Il y avait Sukhinder Singh et le blender qui étaient là et qui nous ont filé des tonnes d'infos absolument passionnantes sur l'histoire des Navy Rum et sur celui-ci en particulier, sur la façon dont ils ont mis la main sur le stock de vieux Navy Rum, et sur la façon dont il a composé ce blend, qui est que je trouve particulièrement merveilleux, quoi, vraiment. Il doit sortir incessamment sous peu là en France, hein, si ce n'est fait. Ouais, en Allemagne, il vient de sortir ça ces jours-ci. Il vient juste de sortir cette semaine, donc je pense que ça devrait. Il est sorti au Royaume-Uni, donc ça devrait arriver. Ça, vraiment, ça a été un coup de cœur, non seulement sur la qualité des infos et la transparence dont ils ont fait preuve, qui est assez rare pour être souligné. Il y a une liste des différents pourcentages de chaque élément dans le. Vraiment, âge, pourcentage, machin, etc. Tu connais le 0,5% de 8 blend original. 2 ans, par exemple, de blend original. Après, tu calcules ramener en centilitres, hein, c'est assez marrant. Non, puis même, il a produit des documents qui étaient absolument fantastiques sur justement la distribution de la TOT, de la ration de rhum à bord des navires. Et quand tu vois les vieux papiers qui expliquaient qu'une jarre, donc les pots, c'est pas vraiment des dames jarres plus petits, les pots qu'il a récupérés donc en céramique, une jarre nourrit, tu as écrit « One jar feeds 80 people ». Une jarre doit nourrir 80 personnes à bord. C'était assez bien. Alors Roger, juste pour info pour toi, dans ce blend, il y a exactement 4% de Caroni 10 ans. Voilà. 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 Ça coûte combien? Donc tu disais, Christine? Non, donc ça, voilà. Puis en plus, c'est récent. C'est vrai que j'avais apprécié aussi dans la série des finishes de plantation, j'ai apprécié les 3 Jamaïques. Mais avant ça, d'ailleurs, l'été, les extrêmes, j'avais eu la chance de déguster toute la salle des extrêmes pour chaque pays. Ouais. Qui fait quand même quelques petites merveilles également dedans. Quoi d'autre? Allez-y, occupez le terrain, c'est vraiment... Alors pour les quelques personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être se tâter à autre chose, si tu as un coup de cœur whisky que tu pourrais partager avec nous, qui serait, je vais dire entre guillemets, à la portée de gens raisonnables, ça aurait été quoi cette année? Juste le petit tuyau de Noël comme ça en termes de whisky. En whisky? Ouais.
Écoute, il y en a pas. Daniel. Il y en a pas mal. Mais cette année, vous pouvez taper sur le premier whisky de la distillerie de l'Aïol, la distillerie de l'Aubrac, qui sort ses 3 premiers whiskies. Il y en a un qui est le seul qui a un assemblage qui s'appelle Basalt et qui est vraiment une petite bombe. 2000 bouteilles, 2200 bouteilles. Ah oui, d'accord. Ça restera pas longtemps sur le marché, croyez-moi. Ouais. Et c'est vraiment un coup d'essai réussi. Je peux le dire avec d'autant plus de surprise que je me souviens avoir croisé quelques-uns des mecs qui ont monté cette distillerie il y a des années de ça, quand le projet était même pas encore une lueur dans leurs yeux. Et en discutant avec eux, je m'étais dit, nom de Dieu, mais d'où ils sortent ces mecs? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et à l'arrivée, tellement ils avaient l'air un peu complètement aux fraises. Et à l'arrivée, c'est juste génial, quoi. Je pense qu'on peut saluer le travail de Florent là-dessus, qui est le master distiller, qui est quand même sacrément pointu. Déjà, il l'était en Rome et il fait des sacrés assemblages, mais là, mais là vraiment, bravo. Donc en whisky, ce serait ça. Et je te rajoute un cognac quand même. Vas-y. La nouvelle collection de la main qui est sortie là à la rentrée, qui s'appelle Pléiade. Il y a dedans un grand champagne très vieux du domaine de la parcelle Malville qui est t'entends les anges jouer de la lyre, quoi. C'est vraiment c'est magnifique. Ben voilà, merci pour ces coups de cœur. Donc je te laisse, hein. Non. Allez, salut. Parce que voilà, ça peut intéresser certains de nos auditeurs, puisqu'on a certains auditeurs qui ne boivent pas que du rhum, bien évidemment, et qui pourraient être intéressés à se diriger vers d'autres choses. Il faut rester ouvert, donc c'est toujours bien d'avoir quelques idées vers quoi on peut s'orienter, etc. Parce que quand on démarre dans autre chose, on ne sait pas toujours vers où fourrer son nez. Voilà. Olivier, allez, dis-nous tes coups de cœur de cette année 2020. On va boire un verre, on revient. Ouais, ok, allez, dans une heure. Non, j'en profite effectivement. Je suis très content d'entendre ce que Christine nous dit concernant 12, le whisky d'Aubrac, parce qu'effectivement, Flo est un ami que j'ai connu en tant que caviste à Rouen, la ville où j'habite, sans aucune prétention autre que d'être un fan de spiritueux avec qui on faisait de nombreuses soirées. Et quand il m'a raconté toute cette histoire qui, je vous l'assure, mériterait de faire un petit documentaire de 20 minutes en mode success story, l'histoire est folle, l'histoire est complètement folle. Et effectivement, le fait de voir que son travail plaît, vraiment, moi, ça m'emplit d'une fierté, alors que c'est pas du tout mon travail, mais vraiment, je trouve ça dingue. Autant pour le rhum, vu que c'était aussi un gros fanat de rhum, j'étais pas très surpris. Autant sur le whisky, je sais qu'il aimait le whisky, mais de là à faire son propre whisky et avoir on va dire, des bons retours comme ça, et surtout de Christine, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je suis très heureux pour lui, et j'espère aussi goûter ce whisky que j'ai toujours pas goûté. Donc Flo, si tu m'entends, envoie-moi une bouteille ou un centre. T'as qu'à dire une caisse pendant que tu y es. Oui, une caisse, tiens. Alors, je reprends mes notes. Je l'ai influencé, il veut des bouteilles maintenant. Oui, c'est pour ça, oui, exactement. Ah oui, j'ai vu que je fais des commandes. Ah ouais, personne n'aime le sample. Ah bon, maintenant, non. Maintenant, on veut que du 70 centilitres ou 75 à l'américaine. Alors, pour vous parler de mes coups de cœur, il y a pas mal de choses qui ont été abordées, donc je ne vais pas revenir dessus, je vais juste les citer rapidement, parce qu'effectivement, je rejoins mes collègues là-dessus, notamment... on parlait du clairin ancien sélectionné par Guillaume Drouot, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Le clairin communal ancien que je trouve super aussi. Voilà. Le Naisson XO Fullproof, 3e batch, 1000 fois d'accord aussi. Comme quand tu parlais... Attends, d'accord avec qui? Parce qu'on l'a pas mentionné. Mais si, du 15 ans. Mais pas du tout. Moi, c'était le 15 ans. Ah, excuse-moi, c'est le 15 ans, pardon. Alors, excuse-moi, batch 3. Tu le dis tout de suite, Olivier. Excusez-moi, mais cela dit, moi j'ai beaucoup aimé le Naisson du coup, XO Fullproof, et c'est le 3e batch aussi, je dis pas de bêtises, Laurent, c'est bien ça? Absolument. Voilà, et moi c'est celui-ci qui m'a... Alors bien sûr, le 15 ans était super, il n'y a pas de problème, mais voilà, quitte à parler de coup de cœur... Le 15 ans m'a pas surpris, entre guillemets, il était délicieux, et du coup voilà, j'ai pas envie de le mettre dans les coups de cœur parce que il était déjà dans mon cœur. Voilà. Pour parler des brutes de colonne, oui, écoutez, il faut bien mettre un petit peu d'eau de rose.
Mon cher Laurent, tu parlais du Rémoninck Brut de Cologne. Moi, c'est le Saint-James Brut de Cologne, puisque j'ai eu l'occasion chez les copains d'Excellence Rome de quasiment faire une verticale de Brut de Cologne, ce qui était assez intense. Bon, on n'en a pas fait 15 000 non plus, mais je crois qu'on a fait 4 ou 5 quand même, que j'avais pas goûté, hein, puisque confinement oblige, etc. Et c'est vraiment le Saint-James, moi, qui s'est détaché pour moi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, alors, quand on parle du rapport qualité-prix, alors là, par contre, là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur absolu. C'est la magie, bien sûr, des gros volumes et des grosses distilleries, et tant mieux, hein, donc qui joue le jeu. Bon, voilà, il ne faut pas pour autant dénigrer ceux qui vendent plus cher parce que ils ont moins de production. Mais là, voilà, il faut quand même saluer que ce Saint-James Brut de Cologne est un rapport qualité-prix que je trouve fabuleux. On a salué le packaging du Saint-James 17 ans sélectionné par Hubert Corman. Pour moi, ça, c'est un coup de cœur. C'est-à-dire que je l'ai commandé, j'attends de la recevoir. Je ne peux pas parler du rhum, mais franchement, sans être complètement on va dire hyper sensible au packaging, là vraiment quand même ça m'a vraiment fait kiffer, je dois bien l'avouer. Cette réplique de bouteille de ces vieux millésimes 1885 et même les autres années du début du 20e, même la boîte, enfin tout c'est l'espèce de petit papier autour de la bouteille, enfin comme c'était fait avant chez Saint-James. Vraiment, j'imagine Hubert, ça te fait un gros kiff, et je trouve ça génial qu'il ait pu réussir à aller au bout, quoi. Donc bravo là-dessus. Pour parler maintenant de rhum qui ont été en coup de cœur pour moi, chez Savannah, dans la gamme Wild Island que Roger a dégusté et reviewé, je suis assez d'accord avec lui. Je crois que j'ai lu que, mon cher Roger, tu avais une préférence pour le forêt dans les grands arômes par rapport au lave. C'est le premier grand arôme que je trouve équilibré et agréable à déguster. Ouais, il est vraiment magnifique. Voilà, je suis 1000 fois d'accord avec toi sur le côté effectivement équilibré. Alors, j'aime bien aussi les grands arômes plus barrés et plus tranchés, mais vraiment là, ce modèle d'équilibre m'a vraiment convaincu. Puisqu'on parle d'ester et de choses comme ça, en Hamden, mon gros coup de cœur 2020, c'est chez Habitation Vélier. C'est pas un des single casques, c'est chez Habitation Vélier le C Diamond H. Ouais, j'ai trouvé vraiment très chouette aussi. Dans un autre genre, toujours en Jamaïque, il y a eu une série de 4 Money Musk, donc distillerie Clarendon du millésime 1984. J'ai beaucoup aimé et je le mets comme un coup de cœur. Olivier, il nous fait la de Chevalier 2020 en fait, j'ai l'impression. Mais non, mais pas du tout. En plus, j'ai bientôt fini, vous allez voir, ça va aller vite. Donc vraiment ça, c'est super. Vraiment, j'avais l'impression de retomber sur un vieux Demerara, le truc qui est lourd, qui est sans concession, qui colle aux gencives, au palais. Enfin, c'est vraiment un beau bazar, comme disent nos amis belges. Donc super. Chez Caroni, moi je mets quand même une petite pièce sur lors de la 3e release, le 98, qui s'appelle Ganesh Buju Rangobi, que j'ai trouvé très bien. Pourtant, c'est vraiment pas le millésime que je préfère chez Caroni. Ben oui, on l'a. Quelqu'un incroyable, le cœur sur la main, super intéressant. Franchement, les quelques années que j'ai passées avec lui, c'était magnifique. Et nous, d'ailleurs, souvent en Normandie, on le salue en disant hey, Boujou. Enfin bon, bref. Oui, parce qu'il habite en Normandie maintenant. Voilà, absolument. Il a été du Calvados. Absolument, tout à fait. Qui brûle, on lui dit arrête, Boujou, tu fais chier, arrête de les brûler. Oui, mais j'aime bien, ça me rappelle le Caroni. Bref. L'autre Caroni que j'ai bien aimé sur la 4e release, c'est le 2000, qui s'appelle Basdeo Diki Ramsaran. Voilà. Donc pareil, je suis pas un grand fan de 2000, tout comme je suis pas un grand fan des 98, mais là ce 2000 vraiment m'a beaucoup plu et j'étais content que tu le goûtes et que tu le reviews aussi, mon cher Roger. Voilà. J'ai pas encore goûté les 2 autres, mais comme je suis pas fan du tout de 98, bon, voilà quoi. Voilà, je te comprends. Tu parlais, Roger, d'ailleurs, de rhum artisanal sur le TDL. Moi, c'est le New Yarmouth 1994 que j'ai trouvé en rapport qualité-prix complètement dingue. Wild Parrot a sorti à peu près le même jus, un New Yarmouth 1994 aussi, pas au même prix du tout. Non, mais il y avait des plumes avec. Non, il n'y avait pas de plumes, il n'y avait pas d'oiseaux sur cette série. Non, il n'y avait pas d'oiseaux sur cette série. Non, c'était des crocos, non? Ah oui, mais les bons vieux running gars qui...
Une dinde. Un pigeon. Oh, arrêtez. En plus, moi, je les achète tous parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais c'est vrai que là, on est bien obligé de dire que Rome Artisanal a tiré son épingle du jeu. Et je parle même pas d'un battle en termes de goût, hein, parce que les deux sont très bien, mais le rapport qualité-prix là du Rome Artisanal, il merveilleux. Mérite d'être salué, et vraiment coup de cœur. On n'a pas parlé, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, des Appleton, hein, qui effectivement n'était pas forcément un coup de cœur pour beaucoup de gens, mais je trouvais la démarche d'avoir fait effectivement cette espèce de grand meeting sur plein de rendez-vous, ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc ça a été un des bons moments en plus récents là, de cette fin d'année 2020 bien pourrie, donc ça m'a fait du bien. Et puis ma foi, je terminerai, je vous rassure, c'est le dernier, par la distillerie Sampan du Vietnam. Alors certes, ça fait quand même un petit moment qu'ils ont présenté leur rhum, mais je crois que leur arrivée en France date de 2020, donc j'avais envie de les citer en coup de cœur 2020, et notamment leur cuvée de rhum blanc à 54%, pur jus de canne. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très bien. Ouais, très bien. C'est la meilleure des trois, je trouve aussi. Ouais. Bon. Tiens, j'ai oublié. Content que vous partagiez ça. Il y a le Foursquare détente aussi qui se détend tout seul. Ah ouais? Ah, j'ai pas goûté, tiens, j'ai celui-là. Pas goûté non plus. Dans le verre. Il se dégoupille tout seul et alors, il s'auto-sirote, c'est-à-dire que tu touches pas au verre, tu touches pas au verre et il en disparaît néanmoins. C'est un rhum. Ça méfie-toi. C'est plutôt une qualité, en effet. Ouais. Alors, un peu comme ton Dillon d'ailleurs, 55, mon cher Laurent. Hein. Je crois qu'il a la même maladie. Hein. Ah là là, oui. Il a succombé là, du coup. J'en parlais. Ouais. Ce Dillon 55 en provenance de Martinique m'a fait quand même une très très bonne impression. Merci à Steph de me l'avoir ramené il y a quelques temps de ça. Et c'est vrai que ça se boit très 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 facilement. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'on s'est fait critiquer parce qu'il a eu la médaille d'or au Martinique Rum Award? Absolument. Ça c'est vrai que vous êtes bien fait pourri, les amis. Ouais, mais t'invites n'importe qui aussi, forcément. Hein. En même temps, c'est le risque quand t'as des Belges dans les juges. Ah bah oui. Aïe. Voilà. J'avais mon pack de bière en dessous de la table, moi, donc ça allait. C'est pour ça. Une petite le palais. Et toi, Jerry, alors, tes coups de cœur cette année, ça a été? Est-ce que t'en as eu? Non. Qui? Toi? Moi, oui. Alors, des coups de cœur, je dis plutôt. Moi, je restais très classique, en fait. Et d'abord dans les blancs, alors je sais pas si c'est des coups de cœur, mais ce qui est sorti du lot pour moi cette année, le Naisson Bio 52.5, que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est toujours sous la fraîcheur et vraiment une finesse que j'ai vraiment appréciée. Le Carukera Intense Batch 3, que j'ai trouvé beaucoup plus équilibré que les deux premiers. J'ai beaucoup plus apprécié que les deux premiers batchs, et avec la petite réduction supplémentaire qui apportait un arrondi qu'il n'y avait pas sur les premiers, que je trouvais un peu agressif. Et effectivement, le HBS 2020 55 degrés que j'ai trouvé vraiment magnifique, pour l'avoir goûté très récemment. Voilà pour les blancs. En matière de rhum vieux, ce sont les JM Brut de Fût, parce qu'on était habitué à des JM Brut de Fût en dessous de 50 degrés, alors que là, on a deux JM, celui du 1802 et celui de Christian de Montaguer, qui sont vraiment une belle réussite. Et là, je tiens à souligner le travail de Karine Lassalle, dont on commence à avoir l'empreinte sur les nouvelles cuvées JM. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa, et en plus de grand en dessous, la gamme bar aussi, qui a un gros succès, hein, qui a surpris tout le monde, mais qui a son succès. Et sur Trois-Rivières, alors une cuvée, un millésime dont on parle peu, mais que je trouve excellent, pour l'avoir regoûté récemment, c'est le 1999, que je trouve vraiment très très réussi. Ouais. Vraiment, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment. Et là, je crois que notre ami Daniel, il confirme le boulot d'excellence qu'il fait chez Trois-Rivières-la-Mauny. Et puis, comme a dit Olivier, c'est vrai que les Appleton nous ont surpris parce qu'on n'était pas habitué à ça, et ça m'a. Voilà, c'est quelque chose qui est sorti du lot aussi cette année. Ouais, clairement.
Très bien. Moi, pour ma part, où je suis d'accord avec Olivier, pour le coup, c'est effectivement sur le fameux rhum artisanal New Yarmouth 94, qui, moi, pour le coup, m'a personnellement bluffé. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et je crois que c'est la première fois que je me rue aussi vite sur un rhum, pour le coup, qui n'est pas agricole. Voilà, donc ça a vraiment un peu changé la donne pour moi. Et sinon, il y a eu alors complètement sous-estimé, le Chairman's Reserve 2005. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, celui-là. Alors, c'est sorti à 50 balles environ. Enfin, voilà, c'était ridicule. Et pareil, coup de cœur pendant le confinement. J'ai fait waouh, ok, je prends, fini. On n'en parle plus. Donc, pour moi, mes deux coups de cœur n'auront pas été agricoles cette année. Voilà. Si je devais éventuellement choisir un agricole que j'ai bien aimé, ça serait quand même, je pense, le HSE Finition Roselière, que j'ai bien apprécié, qui est sorti un peu plus tôt lors du premier confinement, que j'ai quand même très très bien apprécié. Voilà. Sinon, comme vous avez peut-être pu le voir, mon année a été beaucoup moins rhum que d'habitude pour le coup, et il y a eu des penchants vers d'autres choses. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Tu mentionnes Chairman. Oui. Ça me fait penser à un truc dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est que j'ai goûté justement là au marché de Noël du bar 1802, enfin de l'hôtel Monte Cristo, qui était le Chairman entre la sélection Old Brother et Excellence Rhum, le 20 ans à 64 degrés. Je dois avouer ne pas aimer particulièrement les profils Sainte-Lucie qui sont juste pot still. Je trouve qu'ils sont pas toujours très équilibrés. C'est pas forcément mon truc. Mais celui-là, il se passe tellement de choses. Et encore, c'était une dégustation sur salon. Donc on a quand même un peu moins de temps, etc. Mais je pense qu'on peut lui donner énormément de temps à ce rhum et qu'il va continuer à changer. On va découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est le dernier en passant. Parfait. Oui, et je me permets de rebondir. Effectivement, il va falloir vraiment surveiller ce que font Saint Lucia Distillers, parce que ils ont une force de frappe qui est incroyable. Et alors que ils étaient un peu brimés, ou en tout cas cantonnés à des produits de qualité, mais quand même assez grand public, à 40 degrés, etc. Là, ça y est, en fait, ils s'autorisent des ouvertures avec des sélections et des choses complètement, effectivement, quasiment de l'ordre de l'expérience. Je me souviens, quand j'avais visité, à la fin, ils nous avaient fait une dégustation, mais il y avait un truc genre 27 verres, et en fait, c'était toutes les combinaisons qui étaient possibles entre leurs différents alambics, les différents degrés, les différents vieillissements. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que ça remonte, déjà, c'était 2018. À la fin, je leur dis, c'est génial, ça sort quand? Il me dit, jamais pour l'instant. Parce que pour l'instant, non, on fait que le Saint Lucia 1931, le Sherman Reserve et la gamme Admiral Rodney. Je dis, mais vous êtes fous, vous avez de l'or entre les mains. Et j'ai été mauvaise langue quand j'ai vu que ça a été racheté par le groupe Ayotte. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être encore pire en termes, non pas de qualité, parce que la qualité est bonne, mais en termes de manque de prise de risque. Et finalement, je me suis complètement planté. Donc, je ne sais pas si c'est ce fameux groupe dont j'oublie toujours le nom. Je ne sais jamais si c'est GBH ou CBH ou GHB. Je l'attendais, celle-là. Bravo. Ah oui, tu l'as vu venir. Ouais. Mais non, en tout cas, vraiment bravo. Je ne sais pas si c'est eux qui ont accepté ou si c'est même eux qui ont commandé ces choses-là, mais vraiment bravo. Et je tiens, du coup, c'est important des fois de faire son mea culpa, mais je tiens à le faire en disant que j'ai été mauvaise langue et qu'au final, il y a des très beaux jours. C'est le même travail qui est fait pour JM, tu vois, avec les nouveaux bouts de fût. Donc, tout à fait. Vraiment qu'ils ont pris conscience justement qu'il y avait autre chose que la grande distrib et qu'il y avait des niches et des produits pointus à faire. Et pour revenir sur les Chairman, justement, il y a une sélection qui vient de sortir là cette semaine. Un Chairman sélectionné par Rhum Artisanal et donc les embouteilleurs dont on parlait tout à l'heure et l'équipe de l'application Rhum Tasting Notes. Donc voilà, ça sort cette semaine, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard dans une émission future l'année prochaine. Voilà.
Voilà, on touche tout doucement vers la fin de cette émission. Alors, petite question, comme on ne sait pas parler avant l'émission, comme on a l'habitude de le faire, Olivier, est-ce que tu nous as préparé quelque chose ou pas pour le coup ? Alors oui, et j'avais juste une petite question avant. Est-ce que on se garde sous le coude pour une prochaine émission ce qu'on attend de 2021, puisqu'il y a déjà des choses, des projets, des trucs, ou est-ce qu'on en parle maintenant, sachant que ça fait... Je pense qu'on en parlera dans la première émission une autre fois. Prochaine. Ok. Bon, voilà. Génial, tant mieux. Moi, je peux déjà vous dire que j'attends de pied ferme les 73 nouveaux singles Cask and Den, que ce sera vraiment avec impatience. Ça sera sur des fourmis et la série Insectes, c'est magnifique. Je les ai sélectionnés tous avec Olivier, on vous racontera ça la prochaine fois. Ouais, un grand moment, ouais. Absolument. Alors oui, absolument, je peux vous faire ma fameuse chronique licorne. Est-ce que vous êtes entraîné un petit peu à imiter la licorne? Tu as 2 minutes 30. D'accord. Alors, donc j'ai envie de vous parler, puisqu'on continue, on a parlé du Harwood 1780, du St. James 1885, nous allons continuer à remonter jusqu'à nos jours, et cette fois, je vais vous parler du rhum Madilina de l'habitation Saint-Pierre, millésime 1895. Un rhum qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment par rapport à la réalité ou pas de cette fameuse habitation Saint-Pierre. Est-ce qu'elle a existé ou pas, on ne sait pas, puisque l'histoire que je vais vous raconter montre qu'elle n'existe plus à ce jour. C'est un rhum de pur jus de canne, qui a été donc distillé a priori par la distillerie martiniquaise nommée Habitation Saint-Pierre, millésime donc de 1895, qui aurait vieilli 7 ans sous bois, a priori probablement en foudre, qui titrait autour de 55% initialement, et puis là on serait plutôt autour de 45. Ces approximations viennent du fait que il n'y a pas de degré de noté sur la bouteille, ce qui est très étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Et des bouteilles qui font une contenance d'un peu plus d'1 litre. Là aussi, c'est un peu surprenant. Il faut savoir en fait que ça a été mis en bouteille donc par une famille qui s'appelle la famille Fanton et Fils. Voilà, c'est une famille qui vient du monde vigneron des bords de Saône, et qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, vendait du vin directement en fût ou même en bouteille. À cette même époque, il y a le second fils de la famille Fanton qui s'appelle François Marius, qui était pris de voyage et qui parcourait l'Europe et les Antilles, et notamment la Martinique. D'où le nom Madilina, qui veut dire Martinique en créole pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puis, en fait, il a eu lors de ses voyages un coup de cœur sur ce fameux millésime 1895 et a décidé de le remporter jusqu'en métropole. Et finalement, peu de temps après, malheureusement, le 8 mai 1902, le volcan de la montagne Pelée rentre. D'ailleurs, mon cher Jerry, je me permets de te faire intervenir. C'est un pléonasme de dire le volcan de la montagne Pelée. Est-ce qu'on doit dire simplement la montagne Pelée? Je dis la montagne Pelée ou le mont Pelée. D'accord. C'est Jerry qui lui a donné le nom en même temps, donc c'est lui qui décide. Très bien. Donc oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que dire le volcan, si c'est déjà le nom du volcan, c'est complètement idiot. Donc pardonnez-moi, amis martiniquais et amoureux d'histoire. Donc la montagne Pelée se réveille brutalement et malheureusement, puisque terrible événement, les 30 000 habitants de la ville de Saint-Pierre sont asphyxiés et tués par les cendres du volcan. Et bien sûr, tout est détruit, y compris cette fameuse habitation Saint-Pierre. Voilà, pas de traces pour savoir si elle a vraiment existé ou pas. Je dis ça parce qu'on a eu un débat un petit peu enflammé, comme à l'accoutumée, avec notre ami martiniquais assez fan d'histoire, qui lui remet beaucoup en doute cette histoire autour de ce rhum et de l'existence de cette habitation. Donc par chance, notre cher François Marius Fanton avait pu échapper au pire et a ramené finalement ce rhum qui est le dernier vestige de cette fameuse habitation Saint-Pierre. Ça a été embouteillé après, finalement assez tardivement, c'est dans les années 93, dans les années 90 pardon. Plus exactement en 93 que ça a été mis en bouteille, et donc voilà, il n'y en a pas eu énormément, mais quelques rares personnes ont réussi à en acquérir. Et juste une petite question pour vous faire participer à cette petite chronique. Je vous ai rappelé cette funeste date du 8 mai 1902. Avez-vous une idée
de la date approximative, en tout cas du délai qui a séparé cette catastrophe du moment où notre cher François Marius a sélectionné son rhum et est parti. Est-ce que vous pensez que c'est quelques mois, quelques années, quelques jours, quelques heures? Qu'est-ce que vous diriez? Au pif, je dirais la veille. Eh ben, écoute, 1902. Eh ben, écoute, c'est presque ça, parce que c'était 10 jours avant. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah si tu laisses pas répondre les autres, moi j'allais te dire 10 jours. Moi j'avais 10 jours perdu. Punaise. Non, mais je voulais pas faire trop long. J'avais 2 minutes 30 et ça faisait déjà 22 minutes 30. Donc, du coup, voilà. Volcan, qu'on va dire au passage, commence d'ailleurs à un peu de nouveau faire du bruit en cette période de fin d'année là, en Martinique actuellement. Voilà. Oui, c'est passé en vigilance orange, c'est ça que j'ai cru voir passer. C'est ça. Donc voilà, donc à voir si 2020, allez, ça nous manquait, donc manquait plus que ça. Allez, terminons 2020. En apothéose, oui. En apothéose, feu d'artifice. Bon, sur ce, mes chers, nous allons. Merci Olivier en tout cas pour cette avec plaisir. Donc ce petit moment d'histoire que tu partages avec nous régulièrement. Et en ce qui vous concerne, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout, dans les circonstances que l'on connaît. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Bah oui. Et oui. En plaisir, oui. Bonne fête à tous et à toutes. Meilleur vœu. À tous. Merci. Et puis, fait plein de trucs. Et vous, chers auditeurs aussi, on vous retrouve donc l'année prochaine et on vous souhaite, de la part de toute l'équipe du Singlecast, d'agréables fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Faites attention à votre santé, bien évidemment, surtout avec ce qui court. Et puis voilà. Hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à l'année prochaine. Au revoir.